L'association des malfaiteurs, la Ligue des Champions, c'est terminé. C'est alors qu'on pensait qu'après la nouvelle réforme, la Ligue des Champions ne devrait pas bouger durant un long moment. On vient d'apprendre que l'UEFA et la Super League de Florentino Pérez sont tout simplement en train de s'unir pour créer une nouvelle compétition qui remplacera la Ligue des Champions, qui gardera le nom de la Ligue des Champions, mais qu'on se dise, pour moi, c'est plus une Ligue des Champions. Les 36 clubs seront conservés dans la compétition. La différence étant que les 18 premiers clubs qui auront le classement UEFA le plus élevé, en phase de compétition avant les huitièmes et les quarts, vont se la donner entre eux-mêmes. On va que avoir des combats de titans à l'intérieur de cette compétition. Donc pour avoir le meilleur de ce groupe de titans, qui feront face aux 18 équipes restantes ayant le classement UEFA le plus bas, une fois qu'en phase de championnat, eux aussi se seront affrontés. Ils veulent tellement s'en mettre plein les poches que les droits TV ne seront officiellement plus vendus à aucune chaîne de sport qu'on connaît, mais que ça sera directement diffusé sur une de leurs applications similaires à celle de Netflix, soit gratuitement, soit à prix très bas. Et la compétition devrait débuter en 2027. On pouvait avoir que ça à partir du moment où cette association de malfaiteurs a lieu. C'est un truc de fou ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont faire affronter tous les mastodontes entre eux pour que les faibles équipes ont beaucoup plus de possibilités et d'opportunités d'arriver en huitième et en quart de finale et essayer de se la donner contre les gros mastodontes. J'appréhende beaucoup franchement. À vous de me dire ce que vous en pensez. Le foot, il est en train de mourir à petit feu. Officiel, l'UEFA donne son feu vert pour que Villarreal-Barça se tienne à Miami. Mais c'est quoi le projet? À part pour faire rentrer un Cara Messi en deuxième mi-temps, bah oui, le match il est à Miami pour qu'il puisse combiner avec Yamal, lancer en profondeur Rafinha, créer un petit duo avec Pedri au milieu de terrain. Je vois pas le concept. En fait, plus le temps passe, moins on pense à la santé des joueurs. Ils jouent quasiment tous les 3 jours. Ils se tapent des déplacements de malades. Et là, vous allez me dire que le 20 décembre 2025, on va délocaliser un match de Liga aux États-Unis, là où tout le monde s'en balèque du foot, pour l'argent, clairement. Et en plus, dans l'histoire, c'est le Barça qui va être avantagé parce que le match du 20 décembre, de base, c'était à Villarreal. Donc là, ils vont être délocalisés aux États-Unis, clairement, devant un public qui sera que pour le Barça parce qu'il y a Messi là-bas. Donc c'est sûr que le stade, s'il est rempli, il y aura que des supporters du Barça. Et le match retour, bah, il sera au Barça. En plus, c'est pas le seul match délocalisé. Il y a aussi un match de Serie A, Como AC Milan, délocalisé à perte. Mais ce match, il court à sa perte. Qu'est-ce qu'ils vont faire un match en Australie? Je sais même pas c'est quoi le sport pratiqué là-bas. Franchement, quitte à détruire le football pour de l'argent, s'il vous plaît, contre Villarreal, faites entrer Messi avec le Barça, comme ça on va voir un petit duo avec Yamal, on va tous kiffer. Les gars, l'UEFA a donné son feu vert, Villarreal-Barça se jouera à Miami et Milan-Como se jouera à Perth. En fait, je sais pas quoi penser de tout ça. Parce qu'en réalité, c'est l'UEFA qui donne son feu vert. Mais si l'UEFA donne son feu vert, c'est que les clubs sont d'accord. L'UEFA n'a pas forcé les clubs à dire oui, en réalité. C'est les clubs qui ont donné leur accord et ils le font pourquoi? Pour l'argent. Mais le problème, c'est que poteau, vos joueurs là, vous allez les fatiguer à les ramener à Miami ou en Australie. Alors eux c'est pire, Milan comme en Australie. Je sais pas, on est sur une tournée internationale de début de saison, je comprends pas. Mais pour revenir à Villarreal-Barça, donc déjà de 1, Villarreal ils s'handicapent parce qu'ils ont joué le match aller à Barcelone et ils vont jouer le match retour à Miami. Miami qui est la ville de qui? Léo Messi. Donc en fait, Villarreal, ils ont joué une fois à l'extérieur à Barcelone et ils vont jouer à l'extérieur à Miami. Parce que là-bas, vous croyez qu'à Miami, il y a des supporters de Villarreal? Sincèrement. Le stade, il va être rempli de Barcelonais. Je sais pas s'il va être rempli, mais en tout cas, il y aura plus de Barcelonais que de Villarrealiens. Et en plus de ça, il y aura Messi dans les tribunes. Donc autant vous dire que ce jour-là, le Barça est clairement avantagé. Maintenant, si Villarreal va là-bas, c'est qu'ils ont accepté. Et ce, au détriment de la forme de leurs joueurs. Et moi, c'est là que ça me dérange. Parce que vous voyez, là, les blessures, elles s'accumulent. Par exemple, côté Barcelone, il y a beaucoup de blessures, on est en début de saison. Et malgré ça, ils signent des trucs comme ça. Donc, ils vont fatiguer les joueurs encore plus. Qui dit fatigue, dit risque de blessure. Mais j'ai l'impression que les clubs, ils l'entendent pas de cette oreille. Ils pensent qu'à l'argent qui rentre. L'argent. Et forcément, l'UEFA aussi, hein, ils valident parce que derrière, il y a l'argent. Et c'est la même chose pour Milan. Hein. C'est la même chose. Alors eux, c'est 24 heures de vol jusqu'en Australie. Donc, va comprendre. C'est gravissime. Vous avez rien remarqué? Là, on touche vraiment à un point débordant. Barcola est arrivé à Clairefontaine, ne s'éternisera au final pas du tout, puisque Thauvin signe son retour, remplacera officiellement Barcola, celui-ci étant touché aux lésions. Qu'est-ce qui est grave dans tout ça? Vous remarquez rien? C'est lui qui a été obligé d'amener ses propres radios à Clairefontaine pour prouver sa blessure. On sait Barcola, t'as pas voulu rater ce que ça rapporte l'arrivée à Clairefontaine. Quand vous voyez que TikTok, moi personnellement, me rapporte ça quand je fais une vidéo sur l'arrivée des joueurs à Clairefontaine, imaginez-le lui. Vous pouvez faire de même sans montrer votre tête, en profitant de ce genre d'image. Allant chercher des reportages sur les bleus, que vous allez glisser sur imakeit.io, c'est une IA qui va formatiser automatiquement votre vidéo en format TikTok ayant extrait les moments les plus viraux. Et en plus de tout ça, vous pouvez y intégrer les options manuelles que vous souhaitez. Et voilà que votre vidéo est prête à être postée et prête à gagner sur le rassemblement des bleus. Mais je crois qu'au final, il n'y a pas plus
rassurant pour l'équipe du Paris Saint-Germain, qui voit ces deux joueurs au final, et Joao Neves et Barcola, se retirer de leur sélection et pouvoir se reposer, sachant toutes les blessures qui s'accumulent au Paris Saint-Germain. Mais entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, j'ai vraiment l'impression qu'il commence à y avoir une petite guerre d'ego et que l'équipe de France n'accepte pas aussi facilement que ça les plaintes du PSG. Scandale! C'est honteux, je n'ai plus les mots. L'UEFA vient d'approuver la délocalisation d'un match en Liga et en Serie A. Et devinez quel est le premier match? Villarreal-Barcelone. Pour vous faire simple, alors que Villarreal devait jouer à domicile chez eux avec ses supporters, les sous-marins jaunes, et on sait à quel point ce déplacement peut être compliqué par certains moments, au lieu de ça, ça va se jouer aux États-Unis devant des milliers de supporters barcelonais qui vont en profiter pour aller voir leur équipe préférée. Comme raison, on nous sort quoi? Décision exceptionnelle. Vous nous prenez pour des cons, quoi, là? En fait, vous nous prenez pour... Genre, je sais pas. Ah, je vous plains autant, hein, les supporters de Napoli et de l'Inter Milan, parce qu'il va se passer la même chose avec Como contre l'AC Milan. Mais eux, ce sera en Australie. Je vais parler à mon nom. Je vais parler à mon nom en tant que madrilène. Au bout d'un moment, ils perdent hier. Ils reçoivent la meilleure des nouvelles aujourd'hui. Pas de déplacement à Villarreal. Sérieusement. On parle de vraie rivalité, de vraie concurrence, là? Ça tue le football, ça. Ça tue le football, c'est quoi, ça? J'ai trop le seum. Ils en avaient parlé en début de saison, mais je pensais pas que ça allait arriver. Je pensais pas que le Real Madrid allait autoriser ça. Mais j'imagine qu'ils ont rien pu faire. Tout simplement. Franchement, c'est trop grave. J'en ai marre. Attendez, il s'est vraiment habillé comme Mbappé? C'est trop comment ils sont accordés. En tout cas, je peux vous dire qu'il y en a qui sont heureux d'arriver en sélection. L'équipe de France est bien arrivée à Clairefontaine. Et aujourd'hui, je peux vous dire hein, que s'il y a bien l'une des choses que les journalistes ont retenues, c'est le grand sourire de Mateta. Arrivé comme un grand daron avec son survêt Adidas, n'empêche, il est cher imposant, on se rend pas compte. Suivra Kamavinga, et franchement, il commence à s'apprêter au jeu de Koundé, j'ai l'impression. Hein. Lucas Chevalier, après son raté hier contre le LOSC, où d'ailleurs Deschamps a déclaré cet après-midi qu'il doit se montrer plus ferme sur certaines actions. Lucas Hernandez, fidèle à son style vestimentaire, pas grand chose à ajouter. Barcola avec son survêt Y3, mais qu'on ne verra pas longtemps au final. Puisque touché aux lésions, Barcola est renvoyé, Thauvin est de retour. Quelle surprise, mais que se méritait surtout. Kefren Turam, franchement je m'attendais pas à une telle tenue, mais j'imagine que ça doit coûter une blinde. En tout cas c'est pas sérieux, je vois pas de veste. Et ça se voit que t'as froid en plus. L'arrivée de Saliba. Et là franchement, hein, je suis à deux doigts de penser que comme les sixièmes, ils s'envoient la veille leur tenue. Regarde ce que je vais mettre demain matin. C'est pas possible d'être autant accordé que ça. Ils t'ont sorti le même bas. Les deux frères de Bondy. Koundé, on l'a vu en début de vidéo, et franchement, par certains moments, je peux vraiment fermer les yeux. Mais là, pour le coup, je vous dis la vérité, j'aime pas trop. Monsieur Akliouche, en continuité de sa deuxième sélection, lui aussi devrait récupérer beaucoup plus de temps de jeu. Hugo Ekitike en jean, et franchement, il a fait la coupe en plus de ça. Lui aussi, c'est son moment. Il est l'heure de montrer que t'es meilleur que Isaac. Le retour de Coman, et franchement, lui, il met des vraies tenues tout le temps. J'adore. Sourire aux lèvres, en plus, ça se voit qu'il est content de revenir ici. Ça fait plaisir parce que quand il faut, Deschamps n'hésite pas à convoquer des gens d'Arabie Saoudite. Christopher Nkunku, le retour. Malo Gusto, il est venu entièrement en marron aujourd'hui. Le mec des States, bien évidemment, ça lui, il adore. Manu Koné. On n'a pas vu tout ça. Kylian Mbappé a tout compris avec Vinicius après lui avoir donné son penalty. Et en vue de loin, voici que Kylian Mbappé revient à la charge. C'est alors que le gardien adverse essayait de rentrer dans la tête de Vinicius avant qu'il tire son penalty que Kylian Mbappé arrive de loin et en vue la situation. Et vous allez voir que la première chose qu'il va faire, ça va être de l'écarter. Et en plus de ça, accorder beaucoup plus de confiance à Vinicius en lui faisant notamment ce bisou. Il aura littéralement ajouté « toujours dans ton bateau » en story. Story à laquelle Vinicius a répondu « tous dans le bateau, mon frère ». J'ai l'impression que s'il y a bien une chose au final depuis ces deux saisons qui nous montre à quel point le débat est inutile entre les deux joueurs, c'est de voir cette fraternité qu'ils ont malgré tout et qu'ils essayent d'installer surtout. Mbappé est parfaitement conscient que cela peut aller uniquement dans son sens à partir du moment où il arrive à obtenir la meilleure version de Vinicius. Même si jouant à ses côtés depuis plus longtemps, Bellingham, ça, il l'a compris dès le départ. Quand vous voyez le comportement de Mbappé hier soir vers Vinicius, quand vous voyez le comportement de Vinicius quand il fallait répondre aux joueurs de l'Atlético Madrid, lorsque celui-ci lui avait dit « Mbappé est en train de prendre tout ton pain » et qu'il a répondu « oui ». Mais il est à mes côtés et on va tout gagner ensemble. En tout cas, je me répète forcément, mais la meilleure chose qui pourrait arriver à cette équipe est tout simplement le fait que le duo Mbappé-Vinicius fonctionne sur le terrain et pourquoi pas en dehors. Et on y ajoute peut-être Bellingham et tout ce qui va avec. Ça serait tout simplement le truc parfait, quoi. Voici le classement de la Ligue des Champions à l'issue de cette deuxième journée. Le FC Barcelone qui malheureusement vient de perdre face au Paris Saint-Germain 2-1 se retrouve à la 16e place. C'est très compliqué, je le sais, mais il vous reste encore des matchs pour nous rejoindre là-haut. Parce que comme vous pouvez le voir, le Real Madrid on est actuellement deuxième. Le Bayern Munich est premier. Il n'y a que 6 clubs pour l'instant qui ont fait du sans-foot. Le Paris Saint-Germain également a fait du sans-foot. Ils sont actuellement 3e. L'Inter Milan est 4e. Arsenal est 5e. Karabakh, les amis, ils sont 6e. Karabakh 6e. Je pense que cette année, ça va être l'une des surprises de cette compétition. Je sais même pas de quel pays ils sont. Cependant, comme vous pouvez le voir, les amis, dans la zone rouge, pour l'instant, il y a quand même de grosses équipes. Commencez par le FC Barcelone qui est actuellement 16e. Liverpool aussi, les amis. Hier, ils sont fait taper par Galatasaray. Eux aussi, ils sont 17e. Chelsea est 18e. Chelsea, vraiment, qui me déçoit en ce début de saison, eux aussi. Parce qu'avec leur recrutement, leur début de saison, vraiment, qui avait l'air pas mal. Je m'attendais à ce qu'en Ligue des Champions, ils fassent quelque chose de beau. Après, pour l'instant, rien n'est joué. C'est que la deuxième journée. Le Paris Saint-Germain, la saison dernière, par exemple, ils ont remporté la compétition alors qu'ils n'avaient
pas terminé premier. Pour vous dire, ils avaient même tapé Liverpool qui a terminé premier, donc ça veut rien dire pour l'instant. Et forcé de constater que pour l'instant, il y a quand même de grosses équipes qui sont pas bien, telles que le FC Barcelone. Voilà. On vous attend là-haut. Je sais que cette nuit va être compliquée, surtout pour les supporters qui s'attendaient à une grosse victoire, avec tous les absents qu'il y avait du côté du Paris Saint-Germain. Sauf que non, c'est l'état d'esprit, tout se passe dans la tête. C'est là-bas où vous êtes fait avoir. Et si je vous disais que je savais déjà qui va finir dans les 8 premiers en Ligue des Champions, qui va être éliminé, etc. Parce qu'après 8 journées de championnat environ et 2 journées de Ligue des Champions, on a déjà une petite idée sur les équipes. Donc qui va être dans les 8 premiers? Pour moi, le Bayern, le Real, le PSG, l'Inter, Arsenal et City vont rester dans cette équipe. Parce que les programmes sont intéressants, on voit bien que le PSG a un programme plus compliqué que les autres, mais que ça gagne contre tout le monde. Donc comme vous l'avez bien compris, pour moi, Karabakh et Dortmund ne seront pas dans ce top 8, parce que moi, je vois l'Atlético Madrid rentrer dans ce top 8. On voit bien que l'Atlético est sur une nouvelle dynamique absolument phénoménale. Et je vois le FC Barcelone. On connaît leur emploi du temps, le Barça, ça va être ultra tranquille sur la suite. Genre, ça tape que les équipes d'Europa League, donc pétard. Qui va sortir? Dans les gros noms pour moi qui vont sortir, on a le Benfica qui est vraiment à la ramasse. Je rajouterai aussi Villarreal et l'Atalanta que je vois sortir dès le début. D'ailleurs, le Bayer Leverkusen, attention aussi, je pense qu'on n'est pas loin. Pour moi, je vois aussi les Marseillais terminer dans le top 10, 9 ou 10e c'est-à-dire. Mais malheureusement pas dans le top 8, vraiment aux portes. Ce qui va leur faire un ballottage favorable. Et ben enfin, il y a des équipes qui sont pas censées se qualifier, que je vois se qualifier genre normal en 16e. Parmi eux, il y a Bode Glimt, il y a Karabakh qui a déjà de l'avance, il y a Francfort, il y a Bruges, il y a l'Union Saint-Gilloise aussi, et on peut aussi parler de Monaco qui fait un mauvais début de saison mais qui pour moi va remonter. Et pour toi, c'est quoi ton classement en LDC? Dis-moi en commentaire. Le format de la Ligue des Champions pourrait changer dès 2027. Il pourrait y avoir une entente entre la Super League et l'UEFA, ce qui provoquerait un changement de format de la Ligue des Champions. Je vous explique tout ça, bougez pas. La Super League propose à l'UEFA une nouvelle formule de la Ligue des Champions. Toujours un format à 36 équipes, mais seulement 2 groupes de 18 équipes. Un format de Ligue des Champions qui pourrait plaire, car l'UEFA et la Super League nous proposent une surprise. Je vous l'ai dit en fin de vidéo. Voici les 30 équipes qui pourraient participer au format de cette Ligue des Champions si elle est acceptée par l'UEFA. Les petits clubs n'auront donc pas leur chance, mais ça promet de très grosses affiches. Voici le format proposé par la Super League. Le groupe 1 sera composé des 18 meilleures équipes au coefficient UEFA. Les 8 premiers du groupe 1 seront directement qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le groupe 2, lui, sera composé des 18 autres équipes qualifiées, c'est-à-dire du 18e au 36e. Dans le deuxième groupe, les mieux classés du classement ne peuvent pas accéder aux 8e de finale directement. Ils se battent pour une place de barrage contre les moins bien classés du groupe 1. Donc les équipes du groupe 1 qui n'ont pas directement réussi à se qualifier pour les 8e de finale auront des barrages contre le groupe 2. On pourrait donc penser qu'être dans le deuxième groupe sera un désavantage pour se qualifier en 8e. Mais vu les équipes du groupe 1, selon moi c'est plus facile de finir premier du groupe 2 que finir 8e du groupe 1. Et la surprise qui pourrait attirer beaucoup de monde à aimer ce nouveau format de la Ligue des Champions, c'est que les matchs seraient diffusés gratuitement. Bien sûr, vous l'aurez compris, il y aura des publicités pour les gens qui n'ont pas d'abonnement. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça en tout début de saison? Voici le classement de Ligue 1 à la fin de la 7e journée. De la première à la 6e place, seulement 3 points d'écart. Encore plus choquant, si on va jusqu'à la 10e, il y en a seulement 6. Ça veut dire que là, il y a vraiment personne qui est à l'abri. Mais si vous voulez mon avis personnel, je pense vraiment que ce top 7, il va pas bouger jusqu'à la fin de la saison. Seulement l'ordre des équipes va s'inverser. Et là, je vais vous dire pour moi dans quel ordre ça va finir. Actuellement, le LOSC est 7ème. C'est une très grosse équipe. Pour moi, ils vont finir sur le podium, 3ème du championnat. Le Racing Club de Lens, actuellement, ils sont 6ème. Et ce qui change par rapport à tous les autres, c'est que eux, ils jouent pas l'Europe. Ils ont seulement un match par semaine. Eux, je les vois clairement terminer 5ème. C'est une très belle équipe sous Pierre Sage. Et même, ils vont se battre pour la Ligue des Champions jusqu'au bout. Pour l'Olympique Lyonnais, mis à part la déroute aujourd'hui contre Toulouse, le début de saison, il est canon. Malheureusement, je pense pas qu'ils vont tenir sur la longueur. Ils ont quand même un effectif assez restreint. Je les vois terminer 6ème. Pour l'AS Monaco, je vais pas vous le cacher, en ce début de saison, je trouve que c'est une équipe qui m'inspire très peu. Après, on sait comment ça avec eux, à tout moment, ils peuvent flamber et enchaîner une dizaine de victoires. Mais dans l'état actuel des choses, je les vois terminer 7ème du classement. Là, c'est à notre tour, Strasbourg. On a pris 15 points en cette journée. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on a affronté Le Havre, Nantes, Metz, le Paris FC et Angers. Mais même si les automatismes ne sont pas encore parfaits, on a fait des très grosses prestats contre Monaco et contre Marseille. Du coup, je pense vraiment qu'on va terminer à une 4ème place et encore, peut-être ça va jouer à 3ème. Pour Marseille, ils ont vraiment un gros effectif de qualité. Je les vois titiller le titre, mais pas aller jusqu'au bout. Je pense vraiment qu'ils vont finir second de championnat, mais très proche de Paris. Et Paris, vous savez très bien, ils sont champions d'Europe. Ils sont vraiment injouables quand ils vont récupérer les Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, tout ça. Ça va être fini pour tout le monde. Ils vont terminer champions. Et n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, comment vous pensez que ce classement va finir à la fin de la saison. En fait, là, il y a une équipe qui joue en secrète, les gars. C'est quoi ces stats de bâtard? Pourquoi, les gars, personne n'en parle? Luis Diaz, 13 goal assists. Harry Kane, 22 goal assists. Le mec, il peut déjà arrêter sa saison. Gnabry, 9 goal assists. Et Olysée, 10 goal assists. Les gars, c'est la meilleure attaque du monde. C'est eux les favoris pour la Ligue des Champions. On parle de Paris, Barça, Liverpool, Real. Mec, de quoi vous me parlez? C'est eux. C'est le Bayern. Mais cette équipe, elle va en finale, les gars. Tous les week-ends, je vois, c'est 4-0 minimum. Moi, je vois aucune équipe qui peut les arrêter.
Et là, c'est pas une hype comme l'année dernière avec le Barça. Là, t'as vraiment l'impression qu'aucune équipe peut les arrêter. Déjà, Liverpool, impossible. Vu l'état de l'équipe aujourd'hui, non, vaut mieux oublier. Le PSG, avec tout le respect, vous faites taper par ce Bayern-là. Le Barça, pareil, une habitude. Le Real, pareil. En fait, les gars, je vois aucune équipe au-dessus de cette équipe. Donc ouais, pour moi, en fait, eux, ils sont finalistes. À part s'il se passe un truc de malade avec la VAR face au Real Madrid dans la Ligue des Champions. Mais mis à part ça, ils vont en finale. En tout cas, je crois en plus, Manuel Neuer, il a dit quoi? Le Bayern de compagnie, c'est le meilleur Bayern dans lequel j'ai joué. C'est une dinguerie.